Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mediapart, bienvenue dans Maghreb Express. Aujourd'hui, destination le Maroc. Hajar Raissouni, la jeune journaliste marocaine emprisonnée fin août pour relations sexuelles hors mariage et avortement illégal, a été libérée mercredi 16 octobre. Elle a été libérée à la faveur d'une grâce exceptionnelle du roi du Maroc, Mohamed VI. Avec elle ont également libéré son fiancé ainsi que toute l'équipe médicale qui avait été condamnée. Cette affaire a provoqué un tollé immense au Maroc, mais aussi au-delà, à l'international. Elle a également provoqué une mobilisation exceptionnelle, comme on n'en avait pas vu depuis longtemps, en braquant les projecteurs sur un arsenal de lois terriblement injuste, liberticide, rétrograde, qui prête à toutes les instrumentalisations. Qu'est-ce que cela nous dit du Maroc d'aujourd'hui ? Du sort réservé aux femmes, mais pas seulement, également aux journalistes, aux dissidents, aux activistes. C'est le débat du jour avec nos deux invités. Aïda Alami, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, freelance, vous êtes journaliste marocaine et vous travaillez pour le quotidien américain, le New York Times. Vous avez notamment couvert l'affaire Hajar Raissouni et vous avez suivi en particulier son procès. À vos côtés, Hicham Mansouri, bonjour. Vous êtes également un journaliste marocain. Vous êtes exilé en France. Vous avez dû fuir le Maroc. Vous avez notamment été accusé de tenir un local pour la prostitution et également d'adultère. Ceci, dites-vous, dans l'objectif de vous faire taire. Alors, nous allons en parler en revenant sur votre histoire qui fait écho à celle de Hajar Raissouni. Pour commencer, qu'avez-vous pensé de cette grâce royale exceptionnelle ? Des grâces, il en arrive peu au Maroc, elles arrivent souvent à l'occasion de fêtes religieuses, de fêtes nationales. Ici, c'est bien la première fois en un temps record, puisque Hajar a été condamné le 30 septembre et la grâce est intervenue le 16 octobre, 16 jours plus tard. Aïda ? Je ne vais pas vous cacher qu'au début, j'ai ressenti un soulagement pour elle et pour les autres de pouvoir sortir de prison. Mais en même temps, ça ne répare pas l'injustice qui lui a été faite, ça n'efface pas le mois et demi qu'elle a passé en prison sans réelle preuve de sa culpabilité. Parce que bon, une part, il y a les lois liberticides, mais il y a aussi... On peut dire si la loi est liberticide, mais si le procès se passe dans les conditions qu'il faut, c'est comme ça et on doit respecter la loi. Mais là, on a eu un procès qui était complètement inique, où le procureur n'a pas réellement apporté de preuves. Donc il y a un sentiment un peu mitigé, parce que la grâce n'efface pas ce qui a été fait. La grâce, il y a d'autres journalistes au Maroc qui sont aujourd'hui en prison. Et il y aura d'autres journalistes en prison dans le futur, donc ça ne règle pas un problème fondamental qui est le manque de justice et d'indépendance des institutions. Pour beaucoup, cette affaire, Hajar Raissouni, est d'abord l'histoire d'une journaliste plus que d'une femme poursuivie pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. C'est d'abord une femme qui cumule la triple peine, puisqu'elle est donc une femme, mais elle est aussi une journaliste et elle est issue d'une famille d'opposants connus. C'est pour cela, selon vous, qu'elle a été en prison et qu'elle a subi ces foudres-là. Bien sûr, pour moi, en fait, les choses sont cumulatives et pas alternatives. Donc elle-même le dit, elle a souffert en tant que journaliste, elle a souffert en tant que femme, ça c'est sûr. Mais en fait, moi, pourquoi j'insiste sur le fait qu'elle soit journaliste ? Parce qu'il ne faut pas dépolitiser son cas, parce que je pense sincèrement que si ça n'avait pas été sur ces lois-là, ça aurait été d'autres lois. Il y a toujours des moyens de trouver des raisons, comme ça a été le cas pour d'autres journalistes, dont on parle beaucoup moins, mais qui sont en prison aujourd'hui pour des faits qui ne sont pas liés à leur travail, mais c'est des procès fabriqués, des preuves fabriquées, des espèces de procès complètement kafkaïens, où on est complètement vulnérable, on ne peut pas se défendre en fait. Une fois qu'on se retrouve dans un procès en tant que journaliste au Maroc, on n'a aucune chance en fait de s'en sortir. Et comme a dit un collègue à moi journaliste, la prosécution au Maroc a eu 100% de victoire dans tous les procès contre les journalistes. Donc il faut se poser des questions aussi. Hicham Mansouri, alors vous avez suivi cette affaire depuis la France. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette grâce qui vient clore une séquence qui a grandement écorné l'image du Maroc à l'étranger? Moi, j'aimerais reprendre les termes de Ahmed Rida Benchamsi, qui est journaliste et qui travaille aujourd'hui pour Human Rights Watch. Il a repris les termes d'une page satirique qui s'appelle le 360,
qui dit que le roi a gracié une journaliste innocente. Il a gracié une personne innocente. Donc ça n'a pas de sens, c'est de la poudre aux yeux. Et je pense que c'est une grâce qui donne une explication, en tout cas qui donne une image du pragmatisme du régime. Ça vient d'abord répondre à une grande campagne de mobilisation internationale qui a écorné l'image du Maroc. Je me suis amusé hier soir à faire une petite recherche sur le moteur de recherche du terme exact Hajar Raissouni, comparé à d'autres cas beaucoup plus connus que elle, comme Hamid Mehdaoui, comme Anouzla, comme Zafzafi, comme Tawfiq Bouachri. Et c'est des affaires qui remontent jusqu'à 2013. Et j'ai trouvé que le mot, en tout cas le nom de Hajar Raissouni a été cité 5 fois plus que Tawfiq Bouachri, 8 fois plus que Hamid Mehdaoui, 8 fois plus que Zafzafi, 30 fois plus que Anouzla et 60 fois plus que Hamid El-Mehdaoui. Ça vous donne une image sur le nombre de câbles diplomatiques, de messages liés à la veille des renseignements et des services marocains que seule une grâce peut mettre fin à ce scandale qui, d'autant plus, met fin à la propagande du régime sur laquelle il a bâti tout son nouveau règne, c'est-à-dire la transition politique de Mohamed VI et le nouveau règne qui s'est basé sur le statut de la femme avec la Moudawana, etc. Donc pour moi, bien sûr, je suis soulagé, bien sûr, je suis content pour le cas de Hajar Raissouni, mais je pense que c'est du pur pragmatisme et c'est encore pire parce que l'autre chose qui fait peur au régime, c'est que cette affaire, non seulement elle a tourné mal sur sa gestion judiciaire et en termes de communication, mais aussi il a été contre-productif pour le régime puisqu'il a ouvert un débat sur la question des libertés individuelles et nous assistons au Maroc progressivement à une ouverture du débat auquel participent même les islamistes les plus à l'extrême qui appellent non pas à la dépénalisation de ces questions-là, mais au moins à l'ouverture du débat et la société de plus en plus consciente de l'instrumentalisation de ces lois rétrogrades pour cibler les personnalités critiques. Donc c'est une manière aussi d'avorter ce débat. Et il réussit pour vous à avorter ou pas ce débat parce qu'effectivement on avait un grand débat national qui était en train de s'ouvrir, qui réclamait à la fois de faire table rase de cet arsenal coercitif, de débattre de la justice, de l'indépendance de la justice, de la question des libertés individuelles, mais pas seulement, la question aussi de la liberté de la presse, de la liberté d'opinion. Est-ce que vous pensez que cette grâce, elle réussit à torpiller ce grand débat ou ce débat va finir par avoir lieu? Aïda. Je trouve que c'est très compliqué de répondre à cette question. Je ne sais pas ce que pense Hicham, mais pour moi, pour qu'il y ait une réforme législative, etc., il faut que les partis politiques participent à ça. Bon, on peut faire une commission citoyenne et demander l'abrogation de certains articles de loi, etc. Mais en fait, j'ai du mal à être optimiste dans le sens où il y a un problème constitutionnel, il y a au-delà du problème législatif. Donc les institutions ne sont pas indépendantes. Donc à partir du moment où on n'a pas des institutions indépendantes, je ne vois pas comment on peut vraiment établir des réformes et vraiment établir des fondations solides qui feraient qu'on ait un état de droit. Donc je trouve que... En revanche, je trouve que c'est très bien pour le Maroc qu'il y ait cette espèce de débat et que les gens échangent sur ces sujets-là, parce qu'il est grand temps que ça change aussi. Après, j'ai du mal à vraiment me projeter, vraiment. Je n'arrive pas à imaginer un scénario où on a cette grande réforme du code pénal soutenue par tous les partis, etc. J'arrive pas à imaginer. Ouais. J'arrive pas à imaginer cela. On ne peut pas se dire, voilà, pour vous, ce n'est pas un tournant. Parce que cette mobilisation nous apparaît tout de même exceptionnelle. Alors peut-être parce qu'elle est vue d'ici. Et... Je pense qu'elle est exceptionnelle. On en parle beaucoup, ça c'est certain. Mais ça me rappelle un peu l'Arabie Saoudite avec le droit des femmes à conduire, où c'est des pays où de toute façon on arrive à réformer que d'en haut, en fait. Et on oublie les gens qui se sont battus depuis très longtemps. Là, sur les libertés individuelles, il y a des Marocains qui se battent depuis des décennies que personne n'écoute. Donc ces thèmes-là ont toujours été présents. Sur le ramadan, sur l'avortement, il y a des gens qui se battent depuis très 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 longtemps. Et on fait comme si ça avait commencé qu'en 2019. Non, il y a tout un bagage derrière, il y a des luttes qui ont des décennies au Maroc sur ces sujets-là.
Mais en fait, c'est comme le système est fait de la manière où ce n'est que le palais qui peut décider de ces choses-là. Donc si le palais décide de faire ce cadeau à la population, il le fera. Mais j'arrive pas à imaginer comment les législateurs peuvent s'emparer de ce problème. Moi, je serais optimiste si ce débat a été porté par des politiques, c'est-à-dire des ministres, le gouvernement, des élus, des députés, etc. Mais ce n'est pas le cas, parce qu'à l'exception, par exemple, du député Omar Belafrage, j'ai quelques politiques, on ne les a pas entendus. À l'inverse, lorsque le roi, bien sûr, a gracié les journalistes, on les a vus faire l'éloge du roi, etc., et dénoncer les injustices. Donc, je reste quand même pessimiste et je pense sur le côté du combat, cette grâce vient pas avorter le débat, mais quand même donner un coup fort à ce débat. Je ne sais pas s'il va continuer, mais d'après ce que j'ai lu il y a 2 jours, il y a une pétition opposée qui a été lancée, c'est-à-dire pour inciter les citoyens marocains à voter contre les libertés individuelles. Bien sûr, on présente les libertés individuelles comme le viol, comme la pédophilie, avec tout l'amalgame entre libertés individuelles et des crimes punis partout, même en Occident. Donc je suis un peu pessimiste et je trouve que parce que ce débat, il a été porté par des voix dissidentes, des militantes, des membres de la société civile, et ça s'est passé que dans l'espace virtuel, que dans Internet. Bon, il y avait quelques mobilisations aussi dans la rue, mais ça reste quand même dans un espace virtuel, et je pense malheureusement que seule une autre affaire, Hajar al-Sunni, peut-être aboutir à une véritable réforme. Donc pour l'instant, je pense le bras de fer continue, mais quand même le pouvoir, il a vite compris que c'est pas dans son intérêt. D'où cette grâce royale. D'accord. Alors pour en finir avec ce volet sur la question des libertés individuelles, comment vous l'expliquez justement que ces politiques ne s'emparent pas plus de ces questions-là, ne marchent pas vers le progressisme? Est-ce que c'est lié aussi au fait qu'on a affaire à une société conservatrice? Qu'est-ce que ça nous dit en fait en réalité de la société? Ou est-ce que, comme vous le dites, puisque même vous pensez que vous-même le roi n'a pas envie de prendre ce chemin-là? Moi, je reviens à un discours du roi Mohamed VI qui date de 2003, il me semble, juste avant la Moudawana, où quand il a introduit la réforme du Code de la famille, où en gros il a dit « Je ne pourrai jamais permettre ce que Dieu a interdit, je ne pourrai jamais interdire ce que Dieu a permis ». Et pour moi, il a clos le débat en fait sur toutes ces questions-là en 2003. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le commandeur des croyants, c'est l'autorité religieuse du pays, et que c'est hyper compliqué d'être l'autorité religieuse et ensuite pousser pour ce genre de réforme. Et pour moi, vraiment, ce discours de 2003 a annoncé le reste de son règne, vraiment, par rapport à ces questions. Très intéressant, en effet. Moi, je pense que le régime, il a toujours usé pour diviser. En tout cas, puisqu'on est en France, il a toujours envoyé cette image d'un roi moderne, d'un roi réformateur à travers ses selfies, à travers sa communication Internet sur une page Facebook non officielle, mais qui paraît quand même très proche du régime, qu'il s'agit d'un roi qui essaye de faire avancer les choses, mais il y a la résistance d'une société conservatrice. Moi, je ne pense pas que la société marocaine soit aussi conservatrice comme on le pense. Une simple visite, un simple voyage au Maroc vous le montre. Je ne dis pas qu'elle est tout à fait ouverte comme les sociétés occidentales, mais la société vit beaucoup plus en avant que ces lois. C'est justement cette grâce et cette contre-pétition vient justement pour montrer que le roi fait des efforts et que la société fait des résistances. Je pense que c'est totalement faux, cette image qu'on veut véhiculer. Et pour rajouter à ça, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu des histoires, par exemple là, le Nouvel An dernier, il y a un travesti qui a été humilié par la police, etc. C'est quelqu'un qui a eu énormément de soutien des internautes. Donc je suis assez d'accord que cette espèce d'image que la société est trop conservatrice, est à prendre avec des pincettes. Quelques chiffres avant qu'on passe à la prochaine étape de l'émission. Plus de 17 000 Marocains et Marocaines ont été poursuivis en 2018 pour relations sexuelles hors mariage. L'avortement, c'est 600 à 800 avortements qui ont lieu chaque jour au Maroc, dont 2 tiers par des médecins. Alors, cet arsenal de lois coercitifs, il
il prête à toutes les instrumentalisations. C'est le cas dans l'affaire Hajar Raïsouni et c'est aussi le cas dans de nombreuses autres affaires. C'est le moment où on va évoquer la question de la liberté de la presse. Où est-ce qu'on en est en matière de liberté de la presse au Maroc? Maroc qui est 135e sur 180 au classement de l'ONG Reporters sans frontières. Et ça, le SNAG, enfin, c'est depuis des années la zone rouge qu'il occupe. La zone rouge, c'est-à-dire la zone très très difficile d'exercer le métier de journaliste au Maroc. Vous êtes tous les deux journalistes, alors vous avez dû fuir, je vais me tourner vers vous, qu'est-ce qui vous est arrivé Hicham, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Comment vous en êtes venu à être accusé d'adultère, de tenue d'un local de prostitution, ce qui vous a valu 10 mois de prison ferme à la prison de Salé? J'ai fui tout simplement, c'était une réponse instinctive, c'était une réponse biologique de vouloir respirer. J'ai été condamné à 10 mois de prison injuste pour tenue dans un local de prostitution, un procès qui voulait en fait impliquer 5 à 7 personnes de mes collègues avec moi dans cette affaire, selon le communiqué de la police. Mais vu en tout cas toutes leurs contradictions qu'on a pu révéler, ils se sont limités à la partie adultère. 10 mois très durs en prison, parce que c'est là où commence la vengeance, et c'est pourquoi je comprends tout à fait et j'imagine la souffrance de Hajar Raïsouni qui serait, je pense, plus dur que ce que j'ai vécu. Et avant même ma sortie de prison, j'ai été poursuivi avec ces personnes-là qu'on voulait impliquer dans la première affaire pour atteinte à la sûreté de l'État, pour laquelle nous risquons 5 à 25 ans. Et mais qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui a conduit à cette situation-là, en fait? Racontez-nous avant ce qui a conduit à cette arrestation et puis ensuite à cet emprisonnement. Qu'est-ce que vous faisiez? Je suis cofondateur de l'Association marocaine pour le journalisme d'investigation. J'étais directeur de programme. Un matin, comme tous les jours, je découvre que mon logiciel détecte 2 adresses IP protégées. Je décide d'enquêter. Je désinstalle le logiciel, je le réinstalle. Il y a les 2 adresses IP protégées qui sont remises dans le logiciel. Je contacte le fabricant. 2 jours avant mon arrestation, il me répond en disant que ce n'est pas normal, ce qui renforce l'hypothèse de l'existence d'une surveillance. Et donc, je commence l'aventure d'essayer de localiser les deux adresses IP pour voir à quoi ça correspond. Et c'est 2 jours après que je serai arrêté. Le plus étrange, c'est qu'à ma sortie de prison, j'ai quitté vers la Tunisie. Je cherche les traces de ce mail, je ne le trouve pas. Heureusement, j'ai contacté le fabricant du logiciel qui m'a envoyé sa réponse pour la garder. Et donc, ce qui prouve encore une fois que j'ai été ciblé, je pense, d'une grande partie à cause de ce projet d'enquête, mais pour le deuxième procès, pour notre travail, pour la promotion du journalisme d'investigation, des personnalités qui sont poursuivies avec nous sont des gens, des intellectuels intègres comme Mati Mounjib, qui est un historien très critique, des journalistes comme Maria Moukrim, Rachid Tariq, Abdel Samad Ait Aïcha, Hicham El-Mirat, qui est président de l'Association des droits numériques, qui a mis en place un programme de formation en sécurité numérique. Donc c'est tout un projet sur la formation du journaliste, puisqu'on a mis en place 13 sections régionales à travers le pays. Et je pense que le régime il a aussi horreur que ces formations-là ne se concentrent pas sur l'axe de Casablanca et de Rabat. Vous le savez très bien que la liberté de la presse n'est pas homogène à la fois linguistiquement mais aussi géographiquement. Et donc il a horreur de toute cette dynamique. Et c'est pour cela, selon vous, qu'on vous a collé donc, ces 2 accusations, d'un côté la prostitution et de l'autre l'adultère? Oui, ça rentre dans cette pratique. Comment ça s'est passé alors déjà le jour de l'arrestation en fait? Comment on en est venu à vous coller ces 2 étiquettes-là? Une amie est venue me rendre visite à 10h du matin. 5 minutes après, j'entends des gens qui frappent violemment la porte. À part mon frère qui vit avec moi et qui était normalement dans son école, je ne savais pas qu'il allait frapper de manière aussi brutale. J'ai donc appelé mon collègue qui travaille avec moi et mon frère qui se sont dépêchés sur les lieux. Mais avant la police les a refoulés, ils ont défoncé la porte, ils m'ont agressé physiquement. Et un des points communs avec Hajar Raïsouni que j'ai lu dans son interview, c'est qu'elle a dit « J'ai pensé au début qu'il s'agit d'une bande criminelle ». Et c'était la même chose pour moi. Et c'est une bande criminelle. Je pense que c'est une bande criminelle. Et j'ai pensé que j'allais être violé. C'est au moment où on m'a déshabillé, c'est au moment où on a commencé à me déshabiller, où j'ai commencé à crier, j'ai eu une tachycardie. C'est à ce moment-là qu'un policier a crié « Police, police ».
Et je vous jure que j'étais rassuré quand je savais ce qui m'attendait, je savais que j'aurais un procès, que j'aurais des ennuis, mais au moins j'étais content que j'allais pas être tué ou violé. Donc c'est un des points communs avec Hajar. L'autre point commun, c'est la diffamation. On a été les deux, en tout cas elle, beaucoup plus. Elle a été, toute sa vie intime a été déballée, elle a été condamnée avant même d'être condamnée par la justice. Donc plusieurs points communs. Cette stratégie de cibler les dissidents par des affaires non liées au code de la presse, etc., c'est peut-être on va y parler. Bien sûr, on va y venir. Mais donc, juste pour revenir sur l'histoire, ce qui vous arrive, vous êtes déshabillé et qu'est-ce qui se passe? Je suis conduit dans un commissariat. On me l'a dit. Mais vous êtes déshabillé et qu'est-ce qui se passe avec? On nous a filmés. Voilà. On nous a filmés. Bon, ils ont essayé de déshabiller la fille, mais elle a tellement crié que le chef leur a dit d'arrêter. Un autre point commun, c'est qu'ils filmaient. Ils sont rentrés en filmant dès le début, plusieurs caméras, comme Hajar. Et on a demandé de montrer ces vidéos. Ils ont refusé de les montrer puisqu'ils, bien sûr, ils ne pouvaient pas démontrer qu'il y avait adultère ni rien. Et donc, on m'a déshabillé, on m'a encore déshabillé au commissariat, je ne sais pas pour quelle raison. On m'a déshabillé au commissariat, on m'a filmé mon sexe dans le commissariat, on a pris mon ADN, on a dit qu'on a trouvé un préservatif, il n'y avait aucun préservatif. Et je ne sais pas, est-ce qu'un préservatif dans la maison peut être une preuve. On a pris 600 € dans mon appartement et 2 livres. Ça, je l'ai découvert à ma sortie de prison, en tout cas pour les livres. Et bien sûr, la vengeance commence encore. Et parmi les flics qui m'ont interrogé, il y avait au moins 2 personnes qui ont participé à mon déshabillement. Et moi, je répondais à ces questions, mais c'est vous qui m'a déshabillé. Et il me menaçait avec un cendrier. Mais la vengeance, ça commence en prison et c'est une autre longue histoire. Donc je comprends tout à fait. Et on n'est pas les seuls cas. Il ne faut pas imaginer que Hajar et moi sont les seuls cas. Il y avait d'autres histoires pour Cannabis, pour Mouad El-Haqt, pour Osama El-Khlifi, des militants du 20 février. Il y a trafic humain pour Tawfiq Bouachrin. Aïda, alors une de vos spécialités, c'est la question des droits humains. Vous écrivez beaucoup là-dessus. Cette affaire qui est arrivée à Hicham Mansouri, vous l'avez suivie. Oui. Alors, à l'époque, racontez-nous, comment vous apprenez cette affaire et comment vous l'appréhendez en tant que journaliste Moi, j'apprends cette affaire qui me sidère déjà par le procédé, c'est-à-dire ce que racontait Hicham de rentrer. Il faut rappeler qu'il y a cette dame aussi qui est une victime collatérale, comme il y en a souvent, dont la vie a été bousillée par cette affaire. Et en fait, donc j'apprends ça et je vois, comme dit Hicham, il y a tous ces intellectuels marocains qui sont impliqués dans ces histoires. Et je me dis, bon, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est là où je parle à Hicham qui était en prison. Et longue interview, une interview longue, pour les conditions dans lesquelles on pouvait se parler. Et voilà. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est la répétition des procès. C'est tous les mêmes. Le rappeur Mouad El-Haqt dont Hicham a parlé, c'était la même chose. C'était une histoire de vente de billets clandestins au noir ou je sais pas quoi. Une histoire de vol de marchandises. Enfin, c'est toujours des espèces de procès complètement hallucinants qui n'ont aucune base juridique, où il n'y a aucun respect des procédés. Et ce n'est pas moi qui le dis. Il y a des ONG internationales qui observent ce genre de procès, qui créent des rapports. Et en fait, il y a une cruauté de l'appareil policier et judiciaire, une fois qu'ils essaient de broyer quelqu'un, il n'y a absolument rien qui peut les arrêter. L'ONG Reporters sans frontières cite qu'un des moyens de pression qui est mis sur les journalistes, donc il y a bien évidemment tout le quotidien répressif qui peut aller de la filature, c'est aussi des procès fleuves qui sont intentés à plusieurs journalistes. Donc vous, c'est votre cas, vous avez un procès qui est depuis 2015, qui dure depuis 2015, qui a été 15 ou 16 fois reporté. Est-ce que ça, c'est une technique, cette technique du procès fleuve
Moi, j'ai l'impression que je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que la technique du procès fleuve, c'est plutôt une fois qu'ils se retrouvent dans une impasse où le procès est trop absurde, où il y a eu trop d'attention à l'international, où c'est trop absurde, où ils se retrouvent coincés et du coup, ils gagnent du temps. Enfin, moi, c'est mon interprétation. Après, je me trompe peut-être. Non, je suis d'accord. Il y a avant nous le cas de Ali Hanouzla, Oui. qui est poursuivi pour apologie au terrorisme, qui est poursuivi depuis 2013. Et le gouvernement marocain, il a porté plainte aussi contre un journaliste très connu, c'est Ignacio Sombrero, qui a travaillé pour El País et El Mundo. Qui lui est un journaliste espagnol. Espagnol, et la justice espagnole l'a vite relaxé comme étant ce qu'il a rapporté était tout à fait dans le cadre de son travail de journaliste. Et Ali Hanouzla, il a même mentionné, parce qu'il avait publié une vidéo de l'État islamique, il avait mentionné qu'il s'agissait bien d'une vidéo de propagande. Donc, comme vous l'avez dit, c'est une épée de Damoclès. Et je me rappelle que le jour où Ali Hanouzla allait recevoir un prix à l'étranger, le juge lui a programmé un procès le même jour. Et j'ai juste oublié de mentionner que c'est le même juge qui m'a mis en prison qui a été chargé de la nouvelle affaire. Et donc, comme j'ai vu le procès kafkaïen, désolé, je peux pas. J'ai totalement perdu confiance en cette justice. La liberté de la presse, elle en est où selon vous au Maroc? Voilà, Aïda, vous qui travaillez, qui êtes sur place, quelles sont vos conditions de travail? Moi, je pense que je ne suis pas un bon exemple, tout simplement parce que j'écris sur le Maroc de manière intermittente. Mais en revanche, pour les journalistes qui sont là-bas à plein temps, qui travaillent à plein temps, je pense que tant qu'ils restent loin des lignes rouges, ça va. Mais une fois qu'on commence à toucher aux lignes rouges, c'est pas possible en fait. Akhbar Lyoum, le journal pour lequel travaille Hajar, est un journal qui est en train de mourir financièrement. Ça m'étonnerait que le journal arrive à survivre sur le long terme. Et c'est un peu ça, il y a des techniques d'asphyxie financière des publications indépendantes. Les journalistes sont persécutés, poussés à l'exil, poussés à la reconversion professionnelle. Pour moi, aujourd'hui, il reste vraiment une poignée de journalistes qui font vraiment leur travail. Et ceux qui le font sont très courageux et le font dans des conditions très difficiles. Oui, voilà, les affaires qu'on vient de mentionner, ça prouve que c'est de pire en pire. Il y avait au début l'espoir du nouveau code de la presse qui exempte des peines liberticides, mais en fait, c'était une simple stratégie de les envoyer vers le code pénal. Et aujourd'hui, c'est pire parce qu'au lieu de vous poursuivre pour vos opinions, on vous poursuit pour des affaires liées à l'atteinte de la sûreté de l'État. Hamid Mehdaoui, il est aujourd'hui en prison parce qu'on l'a accusé d'avoir reçu un appel anonyme où quelqu'un lui dit qu'il va faire rentrer des chars au Maroc. Imaginez, c'est des choses qui dépassent l'imagination. Mais ce qui est le plus triste pour moi, c'est que on se concentre sur ces affaires médiatisées, mais c'est des centaines et des milliers de Marocains et de Marocaines qui sont en dehors des axes et qui sont loin des réseaux des ONG internationales et nationales, qui sont punis de la même façon. J'aimerais juste citer un. C'est un jeune vendeur ambulant qu'on surnomme Al-Muqanna, c'est-à-dire le déguisé. Et c'est un jeune qui est pour la 3e fois aujourd'hui, il est en prison pour trafic ou consommation de cannabis. Parce que c'est quelqu'un qui fait du théâtre de la rue et qui imite le roi. Donc c'est un théâtre engagé et politique. Et c'est la 3e fois qu'il est mis en prison. Et récemment, des amis m'ont contacté sur Internet pour me reprocher, en tout cas nous reprocher, qu'on se concentre sur des affaires médiatisées et qu'on oublie comme ces gens-là. Et je pense que c'est tout à fait vrai. À quel moment vous vous êtes dit il faut quitter le Maroc, fuir? Comment vous avez été poussé à l'exil? C'est quelque chose que j'ai pris dans mon intimité en prison, qui est venu progressivement, notamment à partir du moment où on m'a encore kidnappé pour m'amener à Casablanca, où je découvre que je suis sous un nouveau procès pour atteinte de la sûreté. Et à ma sortie de prison, je n'ai pas pu dormir. J'ai cherché un billet d'avion la même nuit. J'ai même pas voulu dormir contre ma famille qui voulait que je reste, parce qu'on ne s'est pas vu. Ils vivaient dans une autre ville dans le sud. Mais j'avais une seule envie, c'était vraiment, comme j'ai dit, c'est une envie biologique de respirer. Et je ne me suis jamais senti en sécurité qu'une fois l'avion a décollé. Et je garde jusqu'à aujourd'hui, je ne le dis jamais, mais je garde jusqu'à aujourd'hui les séquelles de cela.
Dans la culture marocaine, on ne parle pas beaucoup de ces questions-là, c'est-à-dire l'aspect psychologique. C'est pas facile, c'est pas évident, mais il faut beaucoup de temps pour se libérer de ça, pour décider de se soigner, de revivre normalement. Qu'est-ce que vous devenez du coup aujourd'hui? 3 ans en France, beaucoup de découvertes, beaucoup de rencontres, beaucoup d'expériences aussi, parce que j'ai eu un itinéraire entre la Tunisie, la Pologne et la France. J'ai refait un master en sciences politiques pour occuper le temps. Le droit d'asile français, en tout cas l'ancienne loi, il ne permettait pas aux demandeurs d'asile de travailler, donc j'ai fait mes études. Cette année, je commence une thèse de doctorat en sciences de l'information. Justement, mon sujet traite à la fois du Maroc et de la France et des médias. J'ai enchaîné quelques collaborations. Ça reste une vie d'exil, une vie dure, beaucoup d'échecs aussi, mais quelques réussites. Avec toujours le sentiment, en tout cas l'espoir de retourner un jour au Maroc. Aïda, pour vous, comment vous expliquez que l'affaire Hajar ait pris une telle dimension, à la fois au Maroc et au-delà, quand d'autres affaires, comme celle d'Hicham ou d'autres que vous avez citées, ne franchissent pas cette notoriété-là, cette résonance, n'ont pas cette résonance médiatique? Je pense que... Est-ce que c'est parce que c'est une femme? Je pense que le fait que ce soit une femme a beaucoup joué. C'est une femme qui a aussi eu le soutien de femmes à travers le monde, d'autres journalistes femmes à travers le monde. Il y a aussi cet esprit de sororité qui est de plus en plus forte dans nos sociétés. Je pense depuis 2-3 ans, on se mobilise un peu plus les unes pour les autres. Mais et aussi, ça a été l'atteinte de son corps. C'est une femme qui a été atteinte dans son corps. Donc la symbolique est très forte et résonne avec énormément de gens. Je pense que c'est facile pour des gens à travers le monde de ressentir de l'empathie pour une femme qu'on arrête alors qu'elle est avec son fiancé, qu'elle est à 2 semaines de son mariage, qui venait de subir une opération. Et aussi, je tiens à le répéter, qu'ils n'ont jamais prouvé qu'elle a avorté. Donc on lui a fait subir des examens alors qu'elle était encore en train de récupérer d'une hémorragie, etc. Donc enfin, tout le dossier était d'une violence telle que je pense que c'était pas possible pour les gens à travers le monde de ne pas ressentir de l'empathie pour elle. De manière peut-être c'est plus facile, on ressent plus dans ses tripes de l'empathie, parce que sinon, le cas de Hicham, par exemple, est plus compliqué à comprendre. Les implications sont plus compliquées à comprendre. Là, c'est assez clair, en fait. Et est-ce que vous êtes optimiste? Je me souviens d'un de vos tweets, ça devait être au soir de la condamnation de Hajar. Oui. Je ne l'ai plus très exactement en tête, mais en gros, vous étiez... L'espoir vient de mourir. Voilà. Ouais. Oui, enfin, je sais que j'ai jamais été aussi pessimiste pour le futur du pays que durant ce mois et demi avec cette affaire, parce qu'en fait, c'était une combinaison de tout ce qui ne va pas. Les droits des femmes, les droits des journalistes, les lois liberticides, une justice et une police qui sont complètement au service d'autre chose que des droits des citoyens, etc. Donc c'était un concentré de tout ce qui ne va pas. Et se rendre compte qu'en 2019, on est encore là est extrêmement inquiétant. Je partage un peu l'avis de Hajar. C'est dommage que de nature, je suis très optimiste, mais là, je suis vraiment très, très pessimiste. Si on met les choses dans le contexte régional, on voit une seconde vague du printemps arabe, des secousses dans plusieurs pays. Si je résume les choses, je dirais que, en sachant que le roi est malade, j'ai le sentiment qu'il est en train de préparer sa transition. Je pense que le futur roi, si la monarchie réussit à survivre, je pense qu'ils ont déjà les éléments pour une seconde initiative pour l'équité et instance pour équité et réconciliation, ce qu'a déjà fait son père. Donc on est en train de refaire les mêmes cycles. C'est-à-dire des ouvertures juste pour faire des transitions, et ensuite le régime, l'ADN de régime réapparaît. Et je pense qu'on est en train de revivre la même chose. Pour moi, je n'ai pas d'espoir en ce régime, pas d'espoir. Merci à tous les deux. On va terminer du coup avec cette note malheureusement pessimiste. Merci à tous les deux pour vos témoignages. Merci. Merci à vous. Et à très bientôt pour un nouveau numéro de Maghreb Express.